Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un classique, vraiment un monument. Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Bah oui, un incontournable. C'est assez fou de se dire qu'il a été écrit il y a près d'un siècle. Exactement. Et pourtant, les principes qu'il aborde sur les relations humaines, ça reste incroyablement pertinent. C'est ça qui est fascinant. Les technologies changent, la société évolue, mais le fondement de comment on interagit, comment on crée du lien, ça bouge moins qu'on pourrait le croire. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu les idées clés qui ressortent des extraits qu'on a pu consulter, comprendre pourquoi ça marche encore et comment on peut s'en inspirer pour améliorer nos propres relations. Oui, aller chercher l'essence de sa pensée, ce qui fait que ça résonnait toujours. C'est ça. Et Carnegie, il part d'une idée forte qui revient souvent dans ce qu'on a lu. Le succès, en gros, dépend moins de l'intelligence pure, technique, que de notre capacité à communiquer, à interagir avec les autres. Hmm. Il suggère, si je comprends bien l'idée générale, que ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui savent inspirer confiance, créer des liens, motiver. Pas forcément les plus diplômés ou les plus experts dans leur coin. Voilà, c'est un peu l'idée. L'art de la connexion humaine comme compétence clé. Ça donne à réfléchir quand même. Carrément. Bon, alors, attaquons le premier grand principe qui ressort de nos lectures. Un principe qui peut sembler un peu à contre-courant aujourd'hui. Éviter la critique. Ne pas critiquer, ne pas blâmer, ne pas se plaindre. Ah oui, le fameux principe numéro 1. Pas facile à appliquer tout le temps. C'est clair. Mais la logique de Carnegie, telle qu'elle est expliquée, elle est assez implacable en fait. Critiquer quelqu'un, même si on pense avoir raison, ça le met direct sur la défensive. Oui, ça braque la personne. Elle va chercher à se justifier et bien souvent, ça crée du ressentiment. Exactement. Au lieu d'ouvrir une porte pour que la personne s'améliore, on la ferme. La critique, ça blesse l'ego et au final, ça change rarement les choses positivement sur le long terme. Ça peut même abîmer la relation. Et ce qui est intéressant, d'un point de vue un peu plus psychologique, c'est que Carnegie, ou du moins l'interprétation qu'on en a ici, dit pas qu'il faut jamais rien dire ou tout accepter. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que la critique directe, frontale, comme outil pour faire changer quelqu'un, ça marche pas, ou très mal, parce que ça attaque l'amour-propre. Et comme on est avant tout des êtres d'émotion, d'après cette vision, on se protège. Hmm. Du coup, le changement, le vrai, il vient plutôt de l'intérieur, non? D'une prise de conscience, d'une motivation personnelle, des trucs que la critique a tendance à étouffer, en fait. C'est une nuance super importante. Pas tout laisser passer, mais choisir une approche plus constructive. Alors, si critiquer, ça ferme les portes, qu'est-ce qui les ouvre selon lui? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Ce que les textes suggèrent, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi la personne agit comme ça, se mettre à sa place, voir les choses de son point de vue. Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, le but, c'est pas d'approuver, c'est de comprendre le mécanisme chez l'autre. Rien que ça désamorce souvent le conflit. Ça ouvre une discussion possible. D'accord. Les exemples qu'il utilise souvent, même si on n'a pas tous les détails ici, montrent que les leaders efficaces, ils cherchent souvent à comprendre avant de juger. C'est beaucoup plus puissant pour influencer positivement que le reproche. Ça demande plus d'efforts, c'est sûr, mais Les résultats sont pas les mêmes. Comprendre plutôt que critiquer. Ça fait écho au principe suivant qui émerge là. Si on veut avoir un impact positif, il faut être proactif. Et là, franchement, ça devient passionnant. Le deuxième grand principe, c'est d'offrir une appréciation sincère et honnête. ah oui, l'appréciation. Oui. Et là, attention, les extraits insistent vraiment sur la différence énorme entre cette appréciation sincère et la flatterie bas de gamme, quoi. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. La flatterie, ça se sent, c'est souvent intéressé, et ça peut même être contre-productif. Voilà. L'appréciation, selon Carnegie, c'est reconnaître vraiment les qualités, les efforts, les bons coups de l'autre. C'est dire ce qu'on pense de positif, mais honnêtement. Ça vient du cœur, quoi. Et psychologiquement, ce que ça met en lumière, c'est que ça touche directement un besoin humain fondamental, le besoin de se sentir important, reconnu, valorisé. C'est William James, je crois, qui parlait de ce désir ardent d'être apprécié. C'est ça. La flatterie, c'est du toc. L'appréciation sincère, c'est de l'or relationnel, si on veut. Et concrètement, comment on fait pour que ça ait de l'impact? Juste dire c'est bien? Mais justement, non. Les textes suggèrent que plus c'est spécifique, mieux c'est. Un bon travail général, bon, c'est gentil, mais ça marque moins qu'une remarque ciblée. Par exemple? Par exemple, souligner comment la personne a géré une situation difficile ou quelle qualité précise elle a montré à ce moment-là.
Sa patience, sa créativité, son sang-froid, ça montre qu'on a vraiment fait attention. Ah oui, qu'on a vu le détail. Exactement. Et apparemment, Carnegie donne plein d'exemples dans son livre, même si on ne les a pas tous sous les yeux, où une petite marque de reconnaissance, mais sincère et spécifique, a pu transformer l'ambiance, remotiver quelqu'un, apaiser un conflit. C'est comme nourrir l'estime de soi de l'autre, et ça le rend plus ouvert, plus coopératif. C'est puissant, c'est vrai, on s'en souvient tous d'un compliment précis qui nous a vraiment touchés. Bon, ça nous mène à un autre principe qui pourrait sembler anodin, presque, mais que les textes présentent comme crucial. Se souvenir et utiliser le nom des personnes. Ah, le nom. Oui, ça peut paraître un détail, hein. Carrément. Et pourtant, Carnegie, d'après ce qu'on lit, il insiste énormément là-dessus. La fameuse phrase, le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important. Dans n'importe quelle langue. Oui, je la connais. C'est ça. Et utiliser le nom de quelqu'un, c'est pas juste une formule de politesse, c'est un signe de reconnaissance fort. C'est comme dire « je vous ai identifié, vous êtes unique, pas juste un numéro ». Et l'impact psycho, derrière, il est énorme par rapport à l'effort que ça demande. Dans notre monde un peu anonyme, parfois, entendre son nom, ça crée une connexion directe. Ça valide la personne. Ça montre qu'on la considère, qu'on lui porte de l'intérêt. Et c'est encore plus vrai, je pense, dans des situations un peu formelles, professionnelles, où on pourrait s'attendre à de l'impersonnel. Se souvenir du nom d'un client, d'un nouveau collègue, ça change tout de suite la relation. C'est fou, comme ces petits riens peuvent tout changer. Et à l'inverse, oublier le nom de quelqu'un. Ou pire, l'écorcher. Oups. Exactement, ça peut être vécu comme un manque d'intérêt flagrant. Ça montre bien que les détails, en relation humaine, ça compte énormément. Bon. Et est-ce que les sources donnent des astuces pour s'améliorer là-dessus? Parce que, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile de retenir les noms. Alors, les extraits qu'on a vus se concentrent plus sur le pourquoi c'est important que sur les techniques de mémorisation elles-mêmes. Mais l'insistance même sur l'importance du nom, ça suggère que l'effort vaut le coup. Oui, ça motive à essayer. Voilà. Si on comprend vraiment l'impact que ça a, on est plus enclin à faire l'effort conscient de l'enregistrer. Le répéter quand on nous présente la personne, l'associer à quelque chose, le noter discrètement. Peu importe la technique en fait. L'important, c'est l'intention, l'attention qu'on porte à l'autre. Utiliser son nom, c'est juste la preuve visible de cette attention. Une preuve d'attention. C'est une super transition vers le 4e principe clé qui ressort. L'écoute active. Ah, l'écoute. On en parle beaucoup, mais c'est peut-être une des compétences les plus sous-estimées et les plus difficiles à maîtriser, non? Absolument. On croit tous savoir écouter, mais l'écoute active, c'est autre chose. Oui, Carnegie, ou du moins l'interprétation qu'on en lit ici, il va bien au-delà de juste se taire quand l'autre parle. C'est une écoute vraiment engagée. Le but premier, c'est de comprendre l'autre en profondeur. Ses idées, ce qu'il ressent, sa vision des choses. Et ça demande de mettre en pause nos propres pensées, nos propres réponses qui se bousculent dans notre tête pour se concentrer à 100% sur ce que l'autre dit, avec les mots et même au-delà des mots. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est la valeur immense que les textes accordent à cette écoute. C'est présenté presque comme un cadeau rare. Ah oui, j'aime bien l'image. Dans notre monde où tout va vite, où on est tout le temps sollicité, distrait, offrir son attention totale à quelqu'un, c'est lui dire « tu comptes, ce que tu dis est important pour moi ». Et l'effet psychologique, il est quasi immédiat. Ça crée de la confiance, exactement. Exactement. Confiance, respect, connexion. C'est la base pour construire une relation solide. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une écoute est vraiment active et pas juste passive? Comment on sait qu'on le fait bien? Les extraits suggèrent que ça passe par des actions concrètes qui montrent notre engagement. C'est pas juste entendre, c'est chercher à comprendre le message complet. Comme quoi, par exemple? Poser des questions pour clarifier, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que reformuler avec nos propres mots. Donc, si je résume ta pensée, faire attention au langage corporel aussi. Et surtout, résister à cette fichue tendance à vouloir ramener la conversation à soi tout le temps. Ah oui, le fameux « moi aussi » ou ça me rappelle quand ». Voilà. Ou pire, préparer sa réponse pendant que l'autre parle encore. Non. L'idée, c'est vraiment d'encourager l'autre à parler de lui, de ses centres d'intérêt, de ce qui est important pour lui. C'est en explorant son univers qu'on crée le lien. C'est un investissement, oui, en temps, en énergie mentale. Mais selon Carnegie, les retours sont énormes. C'est vraiment une autre posture, en fait. Passer de « je parle pour qu'on me comprenne » à « j'écoute pour comprendre l'autre ». Ok, alors si on récapitule un peu ces 4 grands axes qu'on a explorés. 1.
laisser tomber la critique qui braque et chercher plutôt à comprendre. Mhm. 2, donner de l'appréciation, mais de la vraie, de la sincère, de la spécifique. C'est ça? 3, se souvenir que chaque personne est unique et le montrer en utilisant son nom. Le petit détail qui change tout? Et 4, offrir ce fameux cadeau rare de l'écoute active et engagée. Bon, tout ça mis bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit finalement? Mais ça nous dit que ces principes qui peuvent sembler relever du bon sens, ou juste de la politesse, Oui, on pourrait se dire, c'est évident. voilà. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Ce sont de vraies stratégies de communication hyper efficaces. Les extraits les présentent comme les fondations de l'approche Carnegie pour construire des relations solides et positives, que ce soit au boulot ou dans la vie perso. C'est pas de la manipulation alors? Non, justement, c'est présenté comme des moyens authentiques de mieux fonctionner avec les autres en comprenant un peu mieux la nature humaine. Créer de la bonne volonté, avoir une influence positive, c'est ça les secrets de Carnegie en quelque sorte. D'accord, naviguer plus harmonieusement dans nos relations. Exactement. Et si on prend un peu de recul, ce qui est important de saisir, je crois, c'est que ces principes, c'est pas juste des trucs et astuces. C'est vu comme des compétences humaines fondamentales. Ça rejoint l'idée de départ dont on parlait. La maîtrise des relations, c'est un facteur clé de succès et de bien-être. En apprenant à éviter la critique facile, à valoriser sincèrement, à reconnaître l'autre comme individu, à écouter vraiment, on ne fait pas qu'améliorer nos relations directes, on développe notre intelligence émotionnelle et sociale. Et ça, c'est utile partout, tout le temps. C'est un investissement sur soi, en fait. C'est une belle synthèse. On voit bien comment ces idées de Carnegie, même vues à travers ces extraits, forment un tout cohérent. Simple en apparence, Mais profond dans leurs implications et exigeant dans leur mise en pratique constante. tout à fait. Des idées qui demandent une certaine discipline, mais qui ouvrent des perspectives intéressantes pour transformer nos interactions. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour conclure, non? Une question à laisser en suspens. Je vous écoute. Les sources invitent souvent à ça, à l'auto-analyse. Sans juger personne, bien sûr, mais on pourrait se demander, collectivement ou individuellement, quelle place on donne vraiment à ces principes au quotidien? Est-ce qu'on est plutôt du genre à critiquer vite fait ou à chercher d'abord à comprendre? Est-ce qu'on pense à dire notre appréciation sincère ou est-ce qu'on la garde pour nous? Est-ce qu'on fait l'effort pour les noms? Est-ce qu'on offre souvent cette écoute attentive? Juste y réfléchir, se demander où on se situe. C'est un bon exercice. Oui. Et au-delà de l'observation, se demander quel changement concret ça pourrait amener dans nos vies, dans nos relations, si on essayait d'appliquer ces idées de manière un peu plus systématique, plus consciente. C'est une piste intéressante, je trouve, inspirée directement par cette discussion sur Carnegie. Bonjour et bienvenue. On s'était déjà parlé un peu des bases de Dale Carnegie, éviter la critique, apprécier les noms, l'écoute, les fondamentaux, quoi. Oui, les piliers. Exactement. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va explorer des principes peut-être plus subtils sur l'art d'influencer, mais positivement. L'influence constructive, en quelque sorte. C'est ça. On s'appuie pour ça sur une réflexion. Principe d'influence et de relation, selon Carnegie, qui vient d'une ressource appelée l'art de penser. Le but, soyons clairs, c'est pas de devenir des manipulateurs. Loin de là. C'est plutôt de comprendre comment avoir des interactions plus fluides, plus constructives. Comment avoir un impact positif, en fait. Comprendre les mécanismes, oui. Voilà. Donc, notre mission, si on veut, c'est de décortiquer ça ensemble. Voir ce qu'il y a dedans, comment ça résonne. Alors, on y va. Allons-y. Premier principe, donc, que la source met vraiment en avant, c'est un classique de Carnegie, faire sentir à l'autre son importance. Ah oui. Et le texte insiste lourdement sur un mot, sincèrement. Il fait une grosse différence entre la flatterie creuse, Oui, celle qui sonne faux. voilà, inefficace, voire même négative, et la valorisation authentique. Et là, il dit que c'est puissant. C'est tout à fait ça. Et cette insistance sur la sincérité, elle n'est pas là par hasard. Psychologiquement, on a tous ce besoin fondamental d'être reconnu, de se sentir important. Mhm. Et quand ce besoin est comblé, mais de manière authentique, eh bien, ça change tout. Ça crée de la confiance, un sentiment de sécurité. La personne en face, elle se sent validée pour ce qu'elle est, pas juste pour ce qu'elle peut apporter. D'accord. Et c'est là que ça devient puissant, comme dit le texte. Parce que cette validation sincère, ça ouvre les portes. L'autre devient plus réceptif, plus collaboratif, moins sur la défensive. C'est intéressant, cette idée d'ouverture. Mais concrètement, la source donne des pistes. Comment on fait
pour montrer cette appréciation de façon crédible. Parce que le piège, c'est que ça sonne faux, même si on est bien intentionné. Bah oui, c'est la grande question, la crédibilité. Le texte suggère que l'authenticité, souvent, ça passe par la spécificité. Ah, d'accord. Plutôt qu'un vague «vous êtes super», qui est donc Oui, ça peut tomber à plat. exactement. La valorisation authentique, elle s'ancre dans des faits, des choses observées. Par exemple, reconnaître une compétence précise. Franchement, j'ai été impressionnée par la clarté de votre présentation sur ce sujet. Ou souligner un effort. J'ai vu le temps que vous avez passé pour aider Paul, c'était vraiment sympa. Mhm. Ou mentionner une qualité, mais illustrée. Votre ténacité sur ce dossier compliqué, chapeau. C'est cette précision qui rend la chose tangible, et donc sincère pour l'autre. Il ne s'agit pas d'inventer, mais d'apprendre à voir et à dire le positif de façon spécifique. D'accord, ok. La spécificité comme preuve de sincérité. Oui, ça rend l'idée beaucoup plus actionnable, quoi. En fait, ce que ça montre, c'est que reconnaître l'autre, c'est pas juste de la politesse. Non, non, C'est un vrai levier psychologique. Et son efficacité dépend totalement de l'authenticité perçue. Et cette authenticité, elle vient de la spécificité. c'est exactement ça. C'est la base pour construire une relation de confiance. Et sans confiance, difficile d'avoir une influence positive. Logique. Passons au deuxième principe. Alors lui, il peut paraître presque banal, sourire. Ah, le sourire. Oui. Et encore une fois, le texte insiste, sincèrement. La source dit que c'est un langage universel, qui passe partout, au-delà des cultures. C'est pas juste bouger les lèvres. C'est décrit comme une sorte d'énergie positive qu'on envoie. Une onde positive, oui. Le texte utilise même une image assez forte. Il dit que c'est une arme douce, mais redoutable. Et il pose la question, toute simple, est-ce qu'on préfère aborder quelqu'un qui fait la tête ou quelqu'un qui a l'air ouvert, chaleureux? Mais oui, la réponse est évidente. Et l'effet est quasi immédiat. Même au niveau neuroscientifique, un sourire sincère, ça active des zones liées au plaisir chez celui qui le reçoit. Ah oui. 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 C'est un signal non-verbal hyper puissant. Ça dit, je suis pas de danger, bienveillance, je suis ouvert à l'échange. Ça réduit tout de suite la distance psychologique, ça détend l'atmosphère. C'est plus facile de discuter après. Imaginez dans une négo un peu tendue. Oui. Ou juste une première rencontre. Ça change tout. Mais est-ce que la source parle du risque qu'un sourire tout le temps, même s'il est gentil, puisse paraître forcé ou même déplacé? Elle est où la limite de cette arme douce? Justement, l'insistance sur la sincérité, c'est pour éviter ça. Un sourire mécanique, forcé, on le sent tout de suite, non? Oui, souvent. Et ça peut même créer de la méfiance, l'effet inverse. Le texte, il dit pas de sourire bêtement tout le temps, plutôt d'avoir une disposition générale positive, bienveillante, qui va naturellement s'exprimer par un sourire quand c'est approprié. C'est plus un reflet de l'intérieur qu'une technique. D'accord. Et bien sûr, le contexte est crucial. On ne sourit pas pareil quand on présente ses condoléances ou quand on félicite quelqu'un. L'authenticité et le bon sens, ce sont les garde-fous. Ok. Donc, pas un masque, mais un reflet. L'idée à retenir, c'est que le sourire, quand il est sincère et adapté, c'est comme un lubrifiant social puissant. Ça fait tomber les barrières, ça invite à une interaction plus sympa. Exactement. Ça prépare bien le terrain pour la suite. Et la suite, justement, c'est le troisième principe, s'intéresser réellement aux autres. La source pointe un défaut assez courant, on est tellement occupé à penser à ce qu'on va répondre. Ah oui, le fameux « j'écoute pour répondre, pas pour comprendre ». Voilà. Du coup, on n'écoute qu'à moitié, ou on s'intéresse juste en surface. Le conseil de Carnegie, d'après le texte, c'est clair. Poser des questions ouvertes, encourager l'autre à parler de ce qu'il passionne, de ses expériences, de ce qu'il fait vibrer, quoi. Ça touche encore un besoin psycho-essentiel, être entendu, compris, qu'on s'intéresse à nous pour nous-mêmes. Le texte le dit de façon assez directe, le sujet préféré des gens, en général, c'est eux-mêmes. C'est pas faux. Donc, en encourageant l'autre à parler de lui, on répond à ce besoin. Mais attention, l'accent est mis sur l'intérêt réel. C'est pas un interrogatoire pour avoir des infos, c'est une curiosité sincère pour la personne qu'on a en face. Cet intérêt réel, c'est le point clé. Mais comment ça se manifeste concrètement dans une discussion, au-delà de juste poser des questions? Comment on montre cet intérêt pour que ça soit crédible? Oui, bonne question. Le texte donne quelques pistes. L'écoute active, bien sûr, hocher la tête, regarder la personne, reformuler pour être sûr d'avoir compris. Si je comprends bien, pour vous, ce qui était important là-dedans, c'était. D'accord. Mais ça va plus loin. S'intéresser vraiment, c'est aussi, par exemple, se souvenir de détails d'une conversation passée et y revenir. Tiens, la dernière fois, vous me parliez de ce projet de voyage, ça en est où? Ah oui, ça montre qu'on a retenu. Exactement. C'est poser des questions de suivi qui montrent qu'on n'a pas juste entendu, mais qu'on a aussi un peu réfléchi
à ce qui a été dit. C'est aussi faire preuve d'empathie, essayer de comprendre le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord. C'est tout ça, cette combinaison d'écoute, de mémoire, de curiosité bienveillante qui fait que l'intérêt paraît authentique. Donc, c'est vraiment s'impliquer dans la conversation, pas juste attendre poliment son tour. En fait, ce que Carnegie dit ici, c'est que cet intérêt actif, c'est une forme de validation très forte. En donnant notre attention, en montrant qu'on accorde de la valeur à ce que l'autre dit, on lui donne de la valeur à lui aussi. Et ça renforce le lien. Tout à fait. On passe d'une simple interaction à une connexion un peu plus profonde. On arrive au 4e principe. La source le qualifie de « simplicité brillante », parler dans les termes qui intéressent l'autre personne. Il y a cette analogie du vendeur qui revient. S'il parle que des caractéristiques techniques, bon, ça risque de laisser froid. Mais s'il arrive à connecter son produit aux besoins, aux désirs, aux motivations profondes du client, là son discours devient, je cite, « irrésistible ». Oui, cette analogie, elle est très parlante. Et ça va bien au-delà de la vente. C'est un principe de communication de base. Il s'agit vraiment de comprendre ce qui fait tilt chez l'autre. C'est quoi ses préoccupations, ses buts, ses valeurs, et ensuite adapter son propre message pour qu'il résonne avec ça. Ça demande de l'empathie, de sortir un peu de son propre nombril, de son propre point de vue. On parle parfois d'empathie stratégique. Pas dans le sens manipulé, mais dans le sens rendre la communication plus efficace pour tout le monde. Ses motivations profondes, sans jouer les apprentis sorciers ou être trop curieux. Est-ce que la source donne des indices pour décoder l'autre? Pas de formule magique, non, mais ça renvoie au principe d'avant, en fait. Ah oui. L'écoute active, l'intérêt réel, ce sont les meilleurs outils. En posant des questions ouvertes sur les objectifs, les défis, ce qui motive l'autre. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce projet? Ce serait quoi le résultat idéal pour vous? On récolte des indices. Observez aussi le langage corporel, les réactions. D'accord. C'est moins chercher un secret caché que d'être juste attentif à ce que la personne exprime, directement ou indirectement, sur ce qui compte pour elle. Et parfois, on peut juste demander gentiment pour que je comprenne bien qu'est-ce qui vous motive le plus là-dedans. Ok. Donc, en gros, c'est écouter bien pour comprendre ce qui motive l'autre et ensuite adapter ce qu'on dit pour y faire écho. Le truc essentiel ici, c'est de traduire notre message dans la langue de l'autre, sa langue motivationnelle, pour que ça le touche vraiment. C'est là que ça devient influent. C'est une excellente façon de le résumer. Il s'agit de rendre ce qu'on dit pertinent et désirable, mais du point de vue de l'autre. Et enfin, le 5e principe qu'on trouve dans la source, ça nous ramène à une forme de respect en fait. Faire sentir aux autres que leurs idées sont importantes. Le texte part d'un truc tout simple. Personne n'aime être ignoré ou voir ses idées balayées comme ça. Non, c'est clair. L'élément clé, c'est de valoriser l'opinion de l'autre, reconnaître sa contribution. Et ça, même si on n'est pas d'accord sur le fond. Ça, c'est essentiel pour que le dialogue reste de qualité et pour pas flinguer la relation. Quand on montre du respect pour l'idée de l'autre, même si on va la contester après, on crée ce que la source appelle un espace de respect mutuel. Un espace de respect mutuel. J'aime bien l'image. Et cet espace, il est super important. C'est ce qui permet d'avoir des désaccords qui font avancer, plutôt que des disputes stériles. En reconnaissant la valeur de ce que l'autre apporte, c'est intéressant ce que vous dites là, je vois où vous voulez en venir, on sépare la personne de son idée. Du coup, on peut discuter de l'idée sans attaquer la personne. Et ça laisse la porte ouverte pour trouver une solution, un compromis. C'est une nuance fine mais importante. Valoriser l'idée, même en désaccord, mais comment on fait ça sans avoir l'air faux ou condescendant? Si je dis « c'est intéressant » et qu'en vrai je pense que c'est nul, ça va sentir, non? Est-ce que le texte donne des astuces pour montrer ce respect de façon authentique? Oui, le texte insiste sur l'authenticité du respect. Mais attention, c'est pas forcément le respect pour l'idée elle-même si on la trouve mauvaise. C'est le respect pour la personne qui l'exprime et pour son effort de réflexion. Ah, d'accord. Une technique, c'est de commencer par trouver un point d'accord, même tout petit, ou de reconnaître l'intention positive derrière l'idée. Je vois que vous cherchez une solution pour qu'on soit plus efficace, et ça, c'est une préoccupation qu'on partage. Une autre façon, c'est de reformuler l'idée de l'autre avec ses propres mots, juste pour montrer qu'on l'a bien comprise et qu'on l'a prise en compte. Si je résume votre pensée, l'idée ce serait de faire comme si. C'est bien ça? Ça montre qu'on respecte le cheminement intellectuel de l'autre, même si juste après, on va expliquer pourquoi on n'est pas convaincu par la proposition finale. Le respect porte sur la légitimité de l'autre à penser et à dire ça. Je vois mieux. Valider la démarche, l'intention,
ou au moins montrer qu'on a compris avant de donner son avis. Le grand truc ici, c'est cette dissociation. Respecter la personne et sa façon de penser, même quand on n'est pas d'accord avec le résultat. Ça sauve la relation et ça permet de discuter plus calmement. Exactement. C'est super important pour désamorcer les conflits, encourager les gens à participer, et puis pour construire des relations solides au boulot comme ailleurs. Bon, si on essaye de résumer un peu ces 5 principes, on a vu l'importance énorme de faire sentir sincèrement à l'autre sa valeur, avec la spécificité qui aide. Oui. Ensuite, la puissance du sourire sincère, comme signal d'ouverture. Mhm. Puis, le besoin d'un intérêt réel, actif pour l'autre, qui va plus loin que juste écouter poliment. Tout à fait. Quatrièmement, l'efficacité de parler le langage des motivations de l'autre. Essentiel. Et enfin, ce respect fondamental des idées des autres, même quand on n'est pas d'accord, pour garder un dialogue constructif. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça se tient. Comme le suggère la source, c'est pas des trucs isolés. Ça forme un tout. Ah oui, comment ça? Ils se renforcent les uns les autres. Un sourire sincère, principe 2, ça rend plus facile de montrer un intérêt réel. 3. Logique. Cet intérêt aide à mieux piger les motivations de l'autre et ses idées. Comprendre ses motivations et ses idées, 4 et 5, ça permet de mieux les valoriser, 5, et de faire sentir à la personne son importance. D'accord. Et ça, en retour, ça renforce la confiance, l'ouverture, ce qui rend les sourires 2 et l'intérêt 3 encore plus naturels et efficaces. C'est une sorte de cercle vertueux relationnel, quoi. Pas mal, cette idée de cercle vertueux. Alors, si on devait vraiment retenir l'essentiel de tout ça, les messages clés, pour moi, d'abord, il y a cette histoire de sincérité. C'est partout, c'est la condition numéro 1. Sans ça, tout le reste, c'est de la technique vide. Totalement d'accord. Le fil rouge. En flux. Ensuite, le fait que derrière chaque interaction, il y a des besoins humains de base. Être reconnu, écouté, compris. Fondamental. Puis, la puissance de l'empathie. Cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour mieux communiquer. Indispensable. Et enfin, l'idée que le respect, même dans le désaccord, c'est la base d'une influence qui dure, qui est positive. C'est une excellente synthèse. Et pour reprendre une image du texte, toutes ces actions, valoriser, sourire, écouter, s'adapter, respecter, ça peut paraître des petites attentions de tous les jours. Oui, des petits gestes. Mais mis bout à bout, en fait, ce sont de grands leviers. Des leviers pas pour forcer ou manipuler, mais pour créer du lien, améliorer les relations et avoir une influence positive. Une influence basée sur la confiance, la compréhension et la sincérité est toujours. Elle, c'est la condition pour que ça marche de façon éthique et sur la durée. C'est plus une philosophie de comment on interagit qu'une simple boîte à outils. Et pour finir, peut-être juste une petite question à laisser mûrir. Sans donner de recette, mais on pourrait se demander comment intégrer peut-être juste un petit peu plus consciemment, ne serait-ce qu'un seul de ces principes dans nos prochaines discussions. Une petite expérience personnelle. Voilà. Quelle serait cette petite chose, inspirée par Carnegie, qu'on pourrait tenter dès aujourd'hui? Peut-être juste essayer de sourire un peu plus sincèrement, ou s'efforcer d'écouter vraiment, vraiment attentivement la prochaine personne qui nous parle. Juste pour voir ce que ça donne. C'est une invitation, quoi, à chacun d'explorer. Bonjour et bienvenue. Alors la dernière fois, on a parlé des bases, comment créer de bonnes relations, la communication positive, tout ça, d'après Dale Carnegie. Oui, on avait posé les fondations. Exactement. Et aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Comment on va plus loin? Comment on fait pour influencer, persuader, mais de façon constructive? C'est tout à fait ça. On quitte un peu le comment être apprécié pour aller vers le comment amener les autres vers nos idées, nos projets. Mais, et c'est crucial, toujours de manière éthique, respectueuse. D'accord. On s'appuie toujours sur cette analyse de comment se faire des amis, mais là, on zoome vraiment sur les stratégies d'influence un peu plus, disons, avancées. L'objectif donc, c'est de décortiquer ça. Comment on inspire, comment on convainc, sans que ça fasse forcing ou manipulation. C'est un art subtil, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Un art subtil. Et Carnegie, il commence fort, avec un principe qui, au premier abord, peut sembler un peu bizarre. Ah oui? Il nous dit en gros, la meilleure façon de gagner une dispute, c'est tout simplement de l'éviter. Éviter la dispute. Mais si on sait qu'on a raison, si on a les faits, tout ça, on doit bien défendre son point de vue, non? L'instinct, c'est quand même de vouloir prouver qu'on a raison. Bien sûr, c'est humain. On a ce besoin de validation, de montrer qu'on a raison. Mais Carnegie nous dit, attention, regardez le coût caché de cette victoire.
Le coup caché? Bah oui, quand on met toute son énergie à prouver que l'autre se trompe, surtout si on le fait un peu brutalement ou devant tout le monde, qu'est-ce qu'on gagne vraiment au final? On peut le coincer avec nos arguments. Oui, on peut le réduire au silence. Mais on le blesse, on touche son amour-propre, on peut même aller jusqu'à l'humilier. Et l'humiliation, c'est rarement une bonne base pour la suite, j'imagine. Précisément. La personne, elle se sent attaquée, invalidée. Même si, bon, elle finit par marmonner qu'on a raison sur le fond, à l'intérieur, il y a de fortes chances qu'elle garde de la rancune. Hmm. Du coup, on gagne l'argument sur le coup, mais on perd la personne, on abîme la relation. Carnegie pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Une victoire intellectuelle rapide ou la bonne volonté durable de quelqu'un? Vu comme ça, c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est un calcul à plus long terme, en fait. Mais alors, si on cherche pas à gagner, on fait quoi concrètement quand on n'est pas d'accord? On laisse tomber? Pas forcément laisser tomber, plutôt changer d'objectif, radicalement. Au lieu de se focaliser sur qui a raison, on se concentre sur comment je peux comprendre son point de vue. Ah oui. Et ça veut dire écouter vraiment, poser des questions ouvertes pour saisir sa logique à lui, ses craintes peut-être. Chercher sincèrement un terrain d'entente, même petit. Parfois, juste montrer qu'on essaie de comprendre, ça désamorce déjà beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de protéger le lien avant tout, quitte à pas avoir le dernier mot sur le point précis de la dispute. C'est un sacré changement de perspective. C'est ça, c'est considérer que la relation, elle est plus précieuse que la satisfaction immédiate d'avoir eu raison. C'est une stratégie pour préserver son capital relationnel, on pourrait dire. D'accord. Et ça nous amène tout droit au principe suivant, qui est dans la même logique en fait, qui est de l'ordre du respect, je suppose. Exactement. Respecter l'opinion des autres. Et surtout, ne jamais leur dire direct « vous avez tort ». Ah, celui-là aussi, ça demande un sacré self-control. C'est tellement tentant quand on entend un truc qui nous paraît faux ou pas logique, de répliquer direct « mais non, c'est pas ça ». C'est quasi un réflexe pour beaucoup d'entre nous, mais réfléchissons à l'effet que ça produit. Dès qu'on entend « vous avez tort » ou même une version plus polie qui veut dire la même chose, qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Bah, il se ferme, non? Instantanément. Les défenses se lèvent, la personne se sent jugée, remise en question, et là c'est fini pour l'écoute constructive. Toute son énergie va passer à se justifier ou pire, à contre-attaquer. C'est comme appuyer sur le bouton « off » chez l'autre. Mais Carnegie ne dit pas d'être d'accord avec tout, quand même. Ce serait absurde. Non, absolument pas. La nuance est super importante ici. Il ne s'agit pas d'approuver des idées fausses ou dangereuses, pas du tout. C'est la manière de dire son désaccord qui compte. Ok. Au lieu d'un « vous avez tort » frontal qui bloque tout, on peut utiliser des approches bien plus fines. Par exemple, « Tiens, c'est intéressant, moi je vois les choses un peu différemment, voilà pourquoi ». Ou « Je comprends votre point de vue, mais j'ai lu un truc qui semble nuancer ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ou même « Sur ce point précis, j'ai des infos qui divergent un peu, est-ce qu'on pourrait vérifier ensemble ?» C'est une approche qui valide la personne en quelque sorte, tout en questionnant l'idée. On sépare l'individu de son opinion. Malin. C'est tout à fait ça. On reconnaît que l'autre a le droit d'avoir sa propre perspective, basée sur son vécu, ses infos à lui. En faisant ça, on montre du respect, on fait baisser la tension. Et paradoxalement, c'est en créant ce climat de sécurité que l'autre devient plus ouvert à entendre un autre son de cloche, voire à revoir sa position. C'est une sorte d'humilité stratégique. Humilité. C'est un mot qui revient décidément. Et j'imagine que ça vaut aussi pour nos propres erreurs, si. Complètement. Le principe suivant, c'est l'un des plus puissants, je crois, en termes d'impact sur les relations. Admettre ses propres torts, vite et avec enthousiasme, dit Carnegie. Enfin, enthousiasme, c'est peut-être un peu fort, disons. Franchement, sans chercher d'excuses. Admettre ses torts. Plus facile à dire qu'à faire. Dans beaucoup de milieux, au travail par exemple, c'est encore vu comme un signe de faiblesse, non? Comme si on prenait un risque en faisant ça. On a peur de perdre en crédibilité? C'est une crainte très répandue, oui. Mais Carnegie soutient, et franchement l'expérience le montre souvent, que c'est tout l'inverse qui se passe. Ah bon? Mais oui, pensez-y. Quand quelqu'un essaye à tout prix de cacher son erreur, de trouver des excuses, d'accuser les autres, quelle image ça renvoie? Souvent celle de quelqu'un qui manque d'intégrité, de courage. Pas très inspirant. C'est vrai. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui dit simplement « Oui, là-dessus, j'ai fait une erreur d'évaluation, je m'en excuse et voilà ce que je propose pour rectifier ». Qu'est-ce que ça provoque? Ça désarme en fait. C'est difficile d'enfoncer quelqu'un qui a déjà reconnu sa faute et qui propose une solution. Exactement. Ça coupe l'herbe sous le pied de toute critique. Mais ça va plus loin.
Ça construit une image de force tranquille, d'honnêteté, de responsabilité. La personne qui admet ses erreurs, elle gagne en confiance et en respect. Elle montre que la vérité et la solution sont plus importantes que son ego. C'est incroyablement puissant pour influencer sur le long terme. Je vois. Pensez à une équipe où le chef admet ses erreurs. C'est une équipe où les autres vont oser prendre des initiatives, signaler les problèmes plus tôt. Ça crée un climat de confiance. Oui, un climat de confiance et d'apprentissage, c'est vrai que c'est plus motivant qu'une culture où on cache tout, où on cherche des coupables. Absolument. Et cette idée de créer un climat positif dès le départ, ça nous amène à un autre principe. Un principe qui peut paraître tout bête, mais dont l'application change tout. Laissez-moi deviner. Commencez de façon amicale. Gagner, hein. Ça a l'air évident, presque banal. Et pourtant, combien de fois, sous le coup de la colère, de la pression, ou juste d'un malentendu, on démarre une conversation difficile sur un ton accusateur, froid ou impatient? Trop souvent, j'ai peur. On est tellement fixé sur le problème, sur notre point de vue, qu'on oublie l'impact de notre première phrase sur l'autre. Carnegie, il cite un vieux proverbe. Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'un tonneau de fiel. C'est une image simple, mais très parlante pour les relations humaines. Si vous commencez une discussion sur un ton chaleureux, respectueux, même si le sujet est délicat, vous ouvrez une porte. Vous mettez l'autre dans de bonnes dispositions. Un simple « Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas, j'aimerais discuter d'un petit point avec vous quand vous aurez un moment », ça change radicalement la donne. Par rapport à un « Bon, faut qu'on parle du problème X là, maintenant ». C'est clair. Même si le message de fond est le même, on a un problème à régler. La forme, elle, conditionne complètement la réception. Elle conditionne l'ouverture de l'autre. Une approche agressive ou froide, ça déclenche quoi? La fermeture, la méfiance, la défense. Oui. Une approche amicale, ça invite au dialogue, à la collaboration, même s'il y a des accords. C'est préparer le terrain pour que la discussion soit constructive. C'est un petit investissement au début pour un retour potentiellement énorme sur le résultat final. C'est logique, oui. Mettre l'autre à l'aise avant même d'attaquer le dur du sujet. Bon, et maintenant j'attends le fameux dernier principe, celui que vous aviez qualifié de plus subtil. Ah oui, celui-là, il est fascinant. Il touche vraiment au cœur de ce qu'est l'influence véritable. C'est faire en sorte que l'idée vienne de l'autre. Oula. Alors là, comment on fait ça sans tomber dans la manipulation pure et dure? Faire croire à quelqu'un que l'idée vient de lui alors qu'elle vient de nous. Ça me paraît un peu limite, non? C'est la question cruciale, et la différence est fine mais essentielle. Il ne s'agit pas de manipulation au sens de tromperie et de contrôle mental, non. Il s'agit de comprendre une vérité psychologique de base. On est tous beaucoup plus attachés à nos propres idées qu'à celles qu'on nous impose. C'est vrai? Même la meilleure suggestion du monde, si elle est présentée comme « voilà ce que tu dois faire », elle peut se heurter à une résistance, juste par principe, parfois. Alors que si on a l'impression d'avoir trouvé la solution nous-mêmes, on est beaucoup plus motivé pour la mettre en œuvre, pour la défendre. Exactement. L'engagement est total. Alors, comment on arrive à ça de manière éthique? La stratégie de Carnegie, c'est de guider la réflexion de l'autre, au lieu de lui servir la réponse sur un plateau. Guider, c'est-à-dire? Ça passe par poser les bonnes questions, suggérer des pistes, mais sans imposer, partager des infos pertinentes, créer un cadre de réflexion, pour que l'autre, par son propre cheminement, arrive à la conclusion qu'on espère, ou en tout cas une conclusion constructive et proche. Vous auriez un exemple concret, pour que ce soit plus clair? Bien sûr. Imaginons, vous voulez convaincre votre équipe d'utiliser un nouveau logiciel. Au lieu de dire, bon, à partir de lundi, on utilise le logiciel Z, c'est décidé, ce qui risque de braquer, Oui, classique. vous pourriez plutôt dire, bon, on voit bien que nos processus actuels ont des limites, là et là, vous décrivez les problèmes. D'après vous, quel type de solution pourrait nous aider à être plus efficaces? J'ai entendu parler des outils X, Y et Z, vous en connaissez d'autres. Qu'est-ce que vous pensez des fonctionnalités de Z par rapport à nos besoins spécifiques? En guidant la discussion comme ça, il y a de fortes chances que l'équipe identifie elle-même les avantages de Z ou propose une solution équivalente. Et là, ils se l'approprieront beaucoup plus facilement que si ça avait été une décision tombée d'en haut. C'est donc une sorte de maïeutique, comme disait Socrate. L'art de faire accoucher les esprits, mais appliqué à l'influence. On ne force pas, on accompagne l'émergence de l'idée. C'est une excellente façon de voir les choses. C'est respecter l'intelligence, l'autonomie de l'autre, tout en orientant doucement vers un but commun. C'est là que se trouve, pour Carnegie, l'influence la plus profonde, la plus durable. Celle où l'autre s'approprie l'idée et en devient le moteur. C'est puissant. Si on résume tout ça,
Éviter la confrontation directe pour sauver la relation. Respecter l'avis de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Admettre ses fautes franchement. Aborder les gens avec chaleur. Et enfin, guider plutôt qu'imposer pour que l'idée soit adoptée de l'intérieur. C'est vrai que tout ça forme un tout très cohérent. Absolument. Ce n'est pas juste une boîte à outils de technique. C'est une vraie philosophie des relations humaines. Une philosophie tournée vers la construction, la coopération. L'idée centrale, c'est de transformer les adversaires potentiels en alliés, les suiveurs un peu réticents en partenaires engagés. C'est ce que la source appelle une stratégie douce. Oui, mais sa puissance, elle est dans sa capacité à générer une adhésion sincère, durable, bien plus efficace, au final, que la contrainte ou l'autorité brute. On comprend mieux le titre complet du livre, du coup. Comment se faire des amis et influencer les autres. L'un ne va pas sans l'autre dans cette optique. Se faire des amis, ou en tout cas garder de bonnes relations, c'est la condition indispensable pour pouvoir influencer sur la durée. C'est complètement lié. Carnegie nous montre que l'influence la plus authentique, la plus forte, elle ne vient pas du statut ou de la capacité à manipuler. Elle découle de la qualité des liens qu'on tisse avec les autres. C'est basé sur des piliers comme le respect mutuel, l'empathie, la compréhension sincère de l'autre, et une certaine forme d'authenticité aussi. Et c'est peut-être ça la clé dans notre monde actuel, non? Un monde saturé d'infos, de sollicitations, où tout le monde essaye de faire entendre sa voix. Exactement. Dans tout ce bruit ambiant, la personne qui maîtrise vraiment l'art d'écouter, qui sait valoriser l'autre, qui respecte sa perspective, même quand elle est différente, qui fait preuve d'humilité, eh bien, paradoxalement, cette personne-là, elle acquiert une influence considérable. Ah oui. Elle devient un pôle de stabilité, une référence vers qui on se tourne naturellement, pour un conseil, une médiation, ou juste pour avoir une conversation constructive. C'est une vision qui redonne toute sa valeur à l'intelligence relationnelle, même dans des domaines très compétitifs. C'est une compétence humaine de base qui devient un vrai levier d'efficacité. Tout à fait, et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de notre discussion d'aujourd'hui, ça soulève une question assez fascinante. Une question qui n'est pas directement dans les extraits, mais qui en découle logiquement. Ah, j'aime bien ces questions pour partir avec. C'est quoi, il? Eh bien, si tous ces principes, l'écoute, le respect des différences, l'humilité face à l'erreur, l'approche constructive, l'art de faire émerger les idées chez l'autre, si tout ça, ça marche si bien au niveau interpersonnel, entre individus, quelle pourrait être leur puissance si on arrivait à les appliquer à plus grande échelle? C'est-à-dire? Je pense à la résolution de conflits dans une communauté, par exemple, ou à la conduite de grands projets de société où il y a plein d'intérêts divergents, ou même, pourquoi pas, à la diplomatie entre les pays. Comment ces micro-compétences relationnelles pourraient infuser le macro, le collectif, pour créer des dynamiques plus apaisées, plus productives? C'est une perspective assez vertigineuse, oui. Imaginez appliquer cette philosophie relationnelle non plus juste entre deux personnes, mais comme un principe d'organisation pour des groupes, des institutions. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette exploration, c'était vraiment passionnant et stimulant. Le plaisir était partagé. C'est fascinant de voir à quel point ces idées, même si elles datent un peu, résonnent encore tellement aujourd'hui.